Nous vivons dans une époque qui parle sans cesse de liberté, mais qui la pense rarement. La liberté est devenue un mot circulant, un mot disponible, un mot que l'on évoque pour justifier aussi bien le choix que pour se soustraire à ses responsabilités. L'affirmation de soi que le refus de toute exigence. On dit être libre, comme on dirait ne dépendre de rien. La liberté serait alors du côté de l'expansion, de l'ouverture illimitée des possibles, de l'absence de contraintes. Mais une question s'impose. Une question simple en surface, mais que l'on évite presque toujours de pousser jusqu'à l'essentiel. Si être libre signifie seulement pouvoir suivre ce qui nous attire, alors qu'advient-il de celui qui ne peut plus résister à ce qui le traverse? Car un désir peut être impérieux, une envie peut être tyrannique, une impulsion peut gouverner plus sûrement qu'une loi extérieure. Ce que l'on nomme liberté se confond alors avec une forme de dépendance discrète presque invisible, celle de l'être humain à ses propres inclinations. Et être mû par ce qui surgit en soi n'est pas encore se mouvoir soi-même. Il y a ici une distinction décisive, une ligne de fracture profonde entre deux manières d'agir. Agir sous l'effet d'une impulsion ou agir parce que l'on a reconnu la nécessité de le faire. La liberté ne commence donc pas au moment où toute règle disparaît, mais au moment où l'être humain devient capable de suspendre l'élan immédiat, de se tenir à distance de ce qui le sollicite et de soumettre son action à l'examen de la raison. Il ne s'agit pas de se demander si l'on peut agir ainsi, mais si l'on peut vouloir que cette manière d'agir devienne une règle universelle. Ce que Kant appelle d'ailleurs l'impératif catégorique. À partir de là, quelque chose se déplace. L'action cesse d'être l'expression d'un intérêt particulier. Elle entre dans l'ordre de l'universalité. Elle engage non seulement un individu, mais une certaine conception de l'humain, l'humanité, pour le dire autrement. La liberté cesse d'être une permission, elle devient donc une responsabilité. Être libre, dès lors, ce n'est pas se libérer de toute loi, mais se reconnaître capable de n'obéir qu'à une loi que l'on se donne soi-même parce qu'on la juge juste. Ce que nous appelons liberté se manifeste fréquemment sous la forme d'un mouvement, avant même d'être une décision. Un mouvement vers ce qui attire, vers ce qui promet une satisfaction, vers ce qui semble répondre à un manque. Nous avançons ainsi d'un désir à l'autre, d'une impulsion à la suivante, avec l'impression de choisir alors que nous ne faisons bien souvent que suivre une trajectoire déjà tracée. Le désir crée toujours un objet, son objet, pour ainsi dire. Car un désir n'est jamais neutre. Il porte une histoire, une formation, un conditionnement. Derrière chaque envie, il y a une éducation reçue, des normes intériorisées, des attentes sociales, des peurs plus ou moins conscientes. Dire « je veux », ce n'est pas encore dire « je décide ». Il y a là une confusion fondamentale et presque universelle, celle qui consiste à croire que la spontanéité suffit à fonder la liberté. Or, la spontanéité peut être aveugle, elle peut être impulsive, elle peut être commandée par ce que l'on n'a jamais interrogé. Celui qui est incapable de résister à ce qu'il désire n'est pas libre et est soumis à quelque chose, non à une autorité visible, mais à une contrainte plus intime, plus difficile à démasquer. Disons-le, la contrainte de l'inclination. Être gouverné par ses désirs, c'est déjà être gouverné. La véritable liberté commence ailleurs. Elle commence dans un arrêt, dans une suspension. Non pas le refus de désirer, mais la capacité de ne pas se confondre avec ce qui désire en nous. Il s'agit d'un geste intérieur précis.
Se tenir à distance de soi-même. Introduire un écart entre l'impulsion et l'action. Cet écart n'est pas un renoncement, il est une conquête. Car c'est dans cet espace, minuscule mais décisif, que peut surgir une question que l'impulsion seule est incapable de formuler. Sur quel principe suis-je en train d'agir? Tant que cette question n'est pas posée, l'action reste prisonnière de l'instant, de l'immédiateté et n'engage rien d'autre qu'un intérêt singulier. Et dès lors qu'elle est formulée, l'acte change de nature. Il ne s'agit plus seulement de satisfaire un désir, ni même d'atteindre un but, il s'agit, au contraire, de savoir si la raison peut reconnaître dans cette action une règle qui dépasse le cas particulier. La liberté ne consiste donc pas à multiplier les possibles, mais à soumettre l'action à une exigence de cohérence. Une exigence qui ne regarde pas ce que je ressens, ce que je désire, mais ce que je peux vouloir sans contradiction. À ce stade, l'action cesse d'être purement personnelle. Elle prend une dimension universelle. Agir librement, ce n'est pas agir selon ce qui me traverse, mais agir selon un principe que je pourrais reconnaître comme valable pour tout être raisonnable. La liberté ne s'éprouve donc pas dans l'abondance des choix, mais dans la rigueur du principe qui les gouverne. C'est ici que se joue un basculement décisif, essentiel, fondamental. L'être humain cesse d'être un simple lieu de passage pour des forces ou désirs qui le dépassent et devient l'auteur de ses actes. Non parce qu'il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il sait pourquoi il agit ainsi plutôt qu'autrement. Lorsque l'action cesse d'être guidée par l'impulsion, une autre question apparaît, plus fondamentale. Il ne s'agit plus de savoir ce que je désire, ni même ce qui m'est avantageux. Il s'agit de savoir selon quelles règles je choisis d'agir. Toute action, que l'on veuille ou non, repose sur un principe. Même lorsqu'il est dissimulé. Agir, c'est toujours déjà affirmer implicitement que dans cette situation, il est légitime d'agir ainsi. La question morale commence ici. Peut-il être assumé au-delà de mon cas particulier? Puis-je vouloir sans contradiction que cette manière d'agir devienne une règle générale? Ce déplacement est fondamental. Il arrache l'action à la singularité de l'instant pour l'inscrire dans un ordre universel et rationnel. Ce n'est plus l'intérêt qui décide. Ce n'est plus l'émotion. Ce n'est plus la pression ou le contexte. C'est la cohérence. C'est la rationalité. La loi morale ne prescrit pas des contenus, elle ne dicte pas quoi vouloir. Elle impose une forme rationnelle. Cette forme est simple et pourtant implacable. Ne jamais faire exception pour soi-même lorsque l'on prétend agir légitimement. Mentir pour se protéger, tout en souhaitant que les autres disent la vérité. Exiger la loyauté tout en se réservant le droit de trahir. Réclamer le respect tout en instrumentalisant autrui. Dans chacun de ces cas, l'action se contredit elle-même. Elle affirme en principe qu'elle refuse simultanément de s'assumer dans sa portée universelle. La faute morale ne réside pas d'abord dans le tort causé, mais dans cette incohérence interne. Agir moralement, c'est accepter que la règle à laquelle je soumets autrui vaille également pour moi. La loi morale n'humilie pas la liberté, elle la constitue. Car être libre, ce n'est pas pouvoir s'accepter, c'est pouvoir se contraindre au nom d'une exigence que l'on reconnaît comme rationnelle. La contrainte ne vient pas d'un autre, elle ne vient pas d'un ordre extérieur, elle ne vient pas d'une tradition imposée, elle vient de moi, en tant qu'être capable de raison. C'est en ce sens précis que l'obéissance à la loi morale n'est pas une soumission, mais une expression de l'autonomie. Je ne me plie pas à une règle étrangère, je me reconnais dans la règle que je me donne moi-même, parce que je ne peux raisonnablement en vouloir une autre, parce que j'agis comme si j'étais, par mes maximes, un législateur dans un règne défunt.
À ce niveau, la liberté cesse d'être une expression psychologique. Elle devient une structure de l'agir. Mais cette structure a une conséquence immédiate. Si je ne peux vouloir une règle que si elle vaut pour tout être humain, alors aucun être humain ne peut être traité comme une simple variable. C'est ici que la loi morale ouvre sur quelque chose de plus radical encore. La notion de la dignité humaine, pour le dire ainsi. Dès lors que l'action est soumise à une règle que l'on exige valable pour tout être humain, une conséquence s'impose, inéluctable. Aucun être humain ne peut être réduit en simple moins. Non pas parce qu'il serait sacré, non pas parce qu'il serait respectable par sentiment, mais parce que le traiter comme un simple instrument revient à se contredire soi-même. Car instrumentaliser autrui, c'est implicitement affirmer ceci. Il est légitime d'utiliser un être raisonnable comme un objet au service de mes fins, ce qui n'est pas du tout acceptable. Mais puis-je vouloir que cette règle devienne universelle? Puis-je accepter un monde dans lequel chacun pourrait me traiter ainsi lorsque cela l'arrange? Non, je ne l'accepterai jamais. La contradiction est immédiate, radicale, car en utilisant autrui comme un simple moi, je nie en lui ce que je revendique pour moi-même, la capacité d'être auteur de ses actes et non simple matériau. La dignité n'est donc pas une qualité ajoutée à l'humain, elle n'est pas un supplément moral, elle est la limite rationnelle que toute action doit respecter si elle ne veut pas se nier elle-même. Reconnaître la dignité d'un être humain, ce n'est pas le juger admirable, c'est poser qu'il ne saurait être réduit en objet. On peut contester ses idées, on peut refuser ses choix, on peut s'opposer à ses actes, mais on ne peut pas légitimement le réduire à une fonction, à une utilité, à un levier, à un objet. La dignité interdit que l'être humain soit traité comme un outil, même au nom de bonnes intentions. Et cette exigence ne concerne pas seulement les situations extrêmes, elle traverse la vie ordinaire. Dans le travail, lorsqu'un individu n'est plus qu'une ressource. Dans les relations, lorsqu'un autre devient moins de se rassurer, de combler un manque ou de se valoriser. Dans le discours même, je dirais, lorsqu'une personne est réduite à une étiquette, à une utilité sociale. Chaque fois que l'autre cesse d'être reconnu comme un sujet capable de se donner ses propres fins, la dignité est entamée. Et chaque fois que je tolère cela, je n'atteins pas seulement l'autre, je m'atteins moi-même. Comme le formulait Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Agir moralement, c'est agir sans garantie. Aucune promesse de succès, aucune assurance de reconnaissance, aucune certitude d'être compris. Il est possible et même fréquent que l'acte moral soit désavantageux. La morale n'est pas une stratégie, elle n'est pas une technique du bonheur. Elle est une épreuve de cohérence. Elle exige que l'on demeure fidèle à un principe, même lorsque toutes les circonstances semblent nous en détrôner. C'est ici que la liberté révèle son poids. Et être libre, ce n'est pas disposer de soi sans limite, c'est accepter de répondre de ce que l'on fait, sans refus, sans excuse. La responsabilité morale commence là où s'arrête la possibilité de dire « je n'avais pas le choix ». Il y a presque toujours un choix, mais il n'est pas toujours confortable. La dignité humaine ne se manifeste pas dans les grandes déclarations, mais dans ces moments discrets où l'on refuse de se trahir soi-même au nom d'un avantage immédiat. La liberté n'est pas un droit acquis, elle est une tâche, une tension, une fidélité. Il suffit maintenant de regarder autour de nous. Jamais les individus n'ont disposé d'autant de possibilités. Jamais les choix n'ont été aussi nombreux. Jamais l'expression de soi n'a été aussi encouragée et revendiquée. Et pourtant, rarement la liberté a semblé aussi fragile. Nous vivons dans un monde où l'on confond la capacité de choisir avec la capacité de vouloir. Un monde où l'on agit vite, où l'on réagit immédiatement, où l'on s'indigne, où l'on consomme des opinions comme on consomme des objets. Mais agir n'est pas décider et décider n'est pas vouloir. La tension continue
et les exigences incessantes affaiblissent une faculté essentielle, celle de prendre du recul sur soi-même. C'est hyper important, celle de prendre du recul sur soi-même. Or, sans cette distance, il y a ni jugement, ni responsabilité, ni liberté. La morale exigeante dont il est question ici entre en conflit frontal avec une époque qui valorise la rentabilité immédiate, car elle impose une limite intérieure que rien ne vient garantir de l'extérieur. Elle exige que l'être humain ne se confond jamais entièrement avec son rôle, sa fonction, son utilité sociale. Elle rappelle que la valeur d'un acte ne se mesure pas à sa visibilité, ni à son efficacité, ni à l'approbation qu'il reçoit. Elle se mesure à une chose plus austère, plus silencieuse, mais fondamentale. La possibilité pour celui qui agit de se reconnaître dans son acte sans se mépriser. La liberté ne consiste donc pas à se rendre disponible à tout, mais à refuser certaines choses au nom de ce qui ne se négocie pas. Les valeurs fondamentales et universelles. Ce refus est essentiel parce qu'il est le signe qu'un être humain n'est pas entièrement absorbé par ce qui l'entoure. Ce refus est essentiel parce qu'il est le signe qu'un être humain n'est pas entièrement absorbé par ce qui l'entoure. Il ne reste alors qu'une question que personne ne peut poser à ta place. Une question qui ne supporte ni mot d'ordre, ni réponse toute faite. Qu'est-ce que je peux vouloir sans me contredire moi-même en tant que capable de raison et de responsabilité? Ces questions ne jugent pas. Elles n'accusent pas. Elles n'excusent pas non plus. Elles exigent que l'on cesse de se cacher derrière les circonstances, les habitudes ou les comportements majoritaires. Elles exigent que l'on accepte que la liberté ne soit pas donnée, mais toujours à reprendre. Si cette exigence nous isole, si elle exige un effort, si elle nous met en danger, alors, c'est peut-être le signe qu'elle est vraie. La liberté n'est pas ce qui libère de toute loi. Elle est ce qui rend capable de ne reconnaître qu'une loi, que l'on peut vouloir pour tous. On agit non seulement pour soi-même, mais également pour autrui. Il y a une responsabilité là. La responsabilité endossée à mon égard, mais également à l'égard des autres. Parce qu'il est essentiel de noter une chose. Elle se tient en ceci. C'est en soi. Tout simplement en soi. Et seulement en soi que le travail commence. Et cette loi morale commence avec toi-même.